Bonjour Ahmed et bienvenue pour notre 4e édition de la chronique politique Voix de fait sur Al Mouatine. Bonjour Ahmed Laouj et bienvenue parmi nous. Bonjour à vous et merci pour votre invitation. Vous êtes licencié en droit économique et fiscal de l'Université de Liège et vous avez notamment été conseiller fiscalité auprès du gouvernement d'Irupo. Ahmed Laouj, que pensez-vous des mesures fédérales en faveur de l'emploi et des indépendants ? Pensez-vous qu'elles soient, comme le bureau du plan l'affirme, responsables de l'augmentation d'emploi de ces derniers mois ? Alors, sur le bilan du gouvernement Michel, et on peut dire qu'avec vous, l'entrée en matière est directe, mais je vous en remercie, ça permettra en effet de pouvoir aller directement au fond des choses. Sur le bilan du gouvernement Michel en matière économique, je dois, hélas, déplorer une forme d'aveuglement idéologique. Dès le début, on l'a vu, et c'est un peu le catéchisme à la fois libéral, mais aussi celui de la NVA. Dès le début, on a vu un gouvernement considérer qu'il suffisait de réduire les cotisations patronales, de faire une pression sur le salaire avec le Sodadex pour relancer mécaniquement, comme par magie, l'économie et partant aboutir à de la création d'emplois. En réalité, quand on observe les résultats réels, ils ne sont pas très impressionnants. En effet, si on regarde les prévisions économiques du bureau du plan telles qu'elles existaient avant l'entrée en fonction du gouvernement Michel, avec les prévisions 2 ans plus tard, on se rend compte en réalité que la création d'emplois se limite à 16 000 emplois nets. On est loin des chiffres qui sont avancés par le gouvernement. Donc autrement dit, si on prend les prévisions du bureau du plan telles qu'elles existaient en 2014, qu'on les compare avec les prévisions du bureau du plan telles qu'elles existent aujourd'hui, donc autrement dit après la mise en œuvre de la politique du gouvernement Michel, la création nette d'emplois est relativement marginale. 16 000 emplois, disais-je, pour 5 milliards d'euros de réduction de cotisations sociales et de pression sur les salaires offertes au grand patronat. Parce que les réductions de cotisations sociales, c'est plus de 2 milliards d'euros, et que le Sodadex, ça a été une compression sur les salaires de 2,5 milliards. Alors, quand vous comparez les deux chiffres, 5 milliards d'euros pour 16 000 emplois, ça fait quand même un peu cher l'emploi. Donc moi je crois qu'il eût été possible de mener une politique plus efficace, notamment en soutenant la demande intérieure, plutôt que d'augmenter les taxes indirectes comme ils l'ont fait. Dois-je rappeler ici la TVA sur l'électricité par exemple. Donc on peut franchement contester le bilan du gouvernement Michel. En matière de marché financier, pensez-vous qu'il faille durcir les taxations et les spéculations boursières et ou légiférer en tout cas quant aux revenus des traders et des banquiers? Alors il y a 2 choses dans ce débat. Il y a d'abord la régulation des marchés financiers, et là nous plaidons depuis très longtemps, nous ne sommes pas les seuls, je dois bien dire qu'il y a un large consensus politique, même à droite, pour dire qu'il faut mettre en œuvre ce qu'on appelle la taxe sur les transactions financières, mieux connue sous le nom de taxe Tobin. Le problème, c'est qu'on a un ministre des Finances NVA qui semble ne pas vraiment jouer le jeu au niveau européen, alors qu'il y a un accord entre une dizaine de pays pour essayer d'avancer. Et donc, pour cette raison-là, en effet, pour réguler les marchés financiers, pour éviter la spéculation qui détruit l'économie réelle, donc autrement dit, pour éviter que des opérations financières se dénouent sans qu'il y ait la moindre valeur ajoutée économique, une taxe sur les transactions financières de très faible taux, qui ne va pas toucher les ménages, ici on parle des grands intermédiaires financiers, on parle des grands spéculateurs, aurait pour effet de freiner la spéculation. Il y a une première raison, et c'est celle-là qui justifie en effet qu'on avance dans ce sens. Il y a une deuxième raison, plus large alors, qui est la fiscalité plus appropriée sur les revenus du capital et les revenus tirés de la spéculation. C'est une question de justice fiscale. Quand on regarde un peu le panorama de notre fiscalité en Belgique, on s'aperçoit que plus de 70% des taxes et des impôts reposent sur les revenus du travail ou sur la consommation des ménages, la TVA, les accises, etc. Le reste, ce sont les impôts sur les bénéfices des entreprises ou les impôts sur les revenus du capital. Donc il y a un déséquilibre qui est manifeste, alors que la part des salaires ne représente que 50% de la richesse produite. Donc il y a aussi une raison liée à un souci de justice fiscale qui devrait nous conduire en Belgique à avancer sur le terrain d'une fiscalité plus appropriée, notamment sur la spéculation liée au capital. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le trading social ? C'est un nouveau concept dont on entend parler ?
Oui, le trading social, je vous avoue ne pas être un expert en la matière, et je ne vous cache pas que ces nouveaux concepts qui traduisent un peu une nouvelle forme d'approche de l'économie, ou au fond quelque chose d'aussi essentiel que la question sociale, que la formation des salaires, que le droit du travail, pourrait aujourd'hui être sacrifié sur l'autel de l'efficacité économique, de la productivité à court terme, et quelque chose qui, moi, comme responsable politique de gauche, m'inquiète évidemment. Donc je fais très attention à tous ces nouveaux concepts qui aboutissent à de la dérégulation. Je prends un autre exemple, l'économie collaborative. Alors tout le monde se réjouit et tout le monde dit que c'est très bien, hein, Uber, etc., Airbnb. Bon, on voit même le ministre Alexander De Croo aujourd'hui défendre un projet de loi qui viserait à créer un statut fiscal et parafiscal pour les gens qui auraient une activité inférieure à 5 000 euros de chiffre d'affaires, ou en tout cas plutôt de revenus qui seraient liés à cette économie collaborative. Et je vois le responsable de l'Union des classes moyennes dire qu'on détricote avec cela le vrai statut d'indépendant. Donc on a aujourd'hui même des gens, alors, dont on ne peut pas dire que ce soit des marxistes, ce sont plutôt des petits commerçants, les classes moyennes, dire mais attention, ça ne nous arrange pas de voir proliférer cette espèce d'économie débridée qui se fait sans couverture sociale, sans obligation de respect de législation liée au droit du travail, aux lois sociales, etc. Et donc moi je partage cette inquiétude, c'est-à-dire que je dis à un moment donné qu'il faut faire attention à la dérégulation de notre économie, parce qu'à un moment donné on sait qui va en payer le prix, ce seront les travailleurs, que ce soit les travailleurs salariés ou les travailleurs indépendants, dont la situation va se précariser. Nous avons vu sur Facebook que vous aviez liké la page de la compagnie eToro, jeune société basée à Chypre et présente dans plusieurs pays, qui offre des services de trading en ligne agissant comme un réseau social de traders et dont les transactions sont basées sur des contracts for difference qui sont des instruments financiers dérivés et possèdent donc des risques importants pour les acheteurs. Est-ce que eToro, qui se définit comme un trading social, se rapproche de vos valeurs et de ce que vous souhaitez prôner pour les marchés financiers? Eh bien, c'est un scoop. Vous m'apprenez que j'ai liké une page à mon insu, donc je vais vérifier tout ça. Alors, il est vrai que, j'ai 2 comptes tout à fait officiels sur Facebook, mais il m'est arrivé, comme malheureusement à beaucoup de gens, d'être piraté, d'être piraté, mais je ne me souviens pas avoir délibérément liké cette page. Donc tout ça doit être clarifié. Oui, mon compte Facebook a été piraté, mais comme je ne suis pas le seul, et fort heureusement d'ailleurs les choses ont été rétablies, mais en tout cas je peux vous confirmer que je n'adhère absolument pas à la société que vous évoquez. Donc vous avez parlé maintenant de l'économie collaborative, donc il y a aussi l'économie participative. Pourriez-vous nous définir en tout cas la différence, ou soit nous expliquer la différence entre les deux concepts, les deux théories? Tout à fait. Alors il y a une usurpation. Économie. Alors il y a l'économie coopérative, l'économie collaborative, l'économie participative. En réalité, ça traduit un grand flou. L'économie coopérative, on sait ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui, pendant très longtemps, et ça là encore, dans certains segments, a été vraiment un pilier de notre économie, avec une vision détachée de la recherche du profit maximum à court terme, mais s'inscrivant plutôt dans une espèce de dynamique d'intérêt général, d'intérêt social. Autrement dit, ce sont bien sûr des capitaux privés, l'économie coopérative, mais avec une philosophie, une volonté d'offrir des biens et des services de qualité à prix convenable, donc sans être sous la pression d'actionnaires qui, au fond, ne se soucient pas du développement durable de l'entreprise. À côté de ça, on voit en effet surgir aujourd'hui de nouveaux segments de l'économie. Moi, j'appelle plutôt ça l'économie dérégulée, mais alors qu'on affuble de certains vocables comme l'économie collaborative ou l'économie participative. Donc, je souhaite moi faire très attention et ne pas me laisser emprisonner dans ces nouveaux vocables pour voir exactement les réalités économiques que cela recouvre. Et sur base de quoi, alors, je peux porter un jugement, positif ou négatif, sur base d'un certain nombre de critères qui me semblent essentiels, notamment, est-ce que ce sont des entreprises qui s'inscrivent dans un développement durable? Est-ce qu'il y a, dans les objets sociaux poursuivis, de la valeur ajoutée pour la collectivité? Est-ce que, oui ou non, les travailleurs qui y évoluent ont un statut suffisant, convenable, respectueux de leur dignité? Bref, toute une série de critères que je ne retrouve pas nécessairement aujourd'hui dans l'apparition de toute cette économie dérégulée dont je pressens que, même si elle a un attrait, et c'est vrai, quand on parle
avec les jeunes, ils sont attirés par cela, ils disent, mais c'est facile tout cela, etc. Mais derrière cela, il faut bien aussi mesurer qu'on a aussi des travailleurs qui ont le droit d'avoir une certaine stabilité économique et sociale, d'avoir un projet de vie, de ne pas être dans des contrats de travail précaires, de pouvoir se dire, tiens, je me lance dans l'achat d'une maison, de fonder une famille, de ne pas avoir des fins de mois qui démarrent le premier jour du mois. Bref, il faut aussi songer à certains équilibres au sein de notre économie, dans la répartition des richesses, dans le respect du droit du travail. C'est vraiment fondamental. Quelle serait votre utopie aujourd'hui pour une vision novatrice de l'économie ? Alors, ma vision novatrice de l'économie, au fond, elle est assez simple. Elle est de constater qu'il y a aujourd'hui d'abord une situation de fait, qui est la financiarisation de l'économie. C'est-à-dire que là où on avait jadis une économie qui rassemblait du travail, du capital, des ressources naturelles pour produire des biens, des services répondant aux besoins de la population, donc autrement dit, une économie au service de l'homme, au service de la population, donc autrement dit, une humanité dans l'économie. Aujourd'hui, ce dont on doit faire le constat, c'est plutôt qu'avec la financiarisation de l'économie, tout cela est en train, pas dire de disparaître, mais de se résorber. Et donc aujourd'hui, il y a des gens qui font de l'argent avec de l'argent. Il y a des gens dont l'objectif n'est pas de se dire, mais tiens, qu'est-ce que j'offre comme produit, qu'est-ce que j'offre comme service, à quels besoins je réponds, et comment est-ce que je mets en place une structure économique qui permettra d'aboutir à ce résultat. Non, aujourd'hui, c'est j'ai de l'argent, je me fiche, au fond, de savoir exactement dans quoi mon argent va être investi. Ce que je veux, c'est un retour sur investissement. Et je ne sais même pas où mon argent est placé, je le confie à des intermédiaires financiers qui, eux, vont se charger de déplacer mes capitaux au gré des fluctuations du marché. Ça peut être spéculer sur les matières premières, ça peut être spéculer sur du pétrole, ça peut être spéculer aussi sur la dette publique de certains États, ça peut être aussi d'investir massivement dans une entreprise et puis de mettre de la pression sur le management pour aboutir à des compressions de personnel, des réductions de salaire pour faire remonter le cours de la bourse, pourvu que je m'enrichisse. Cette économie-là, aujourd'hui, nous devons la combattre parce qu'elle est destructrice. Vous savez, je vais vous donner un exemple très simple. Au moment de la crise des subprimes, en 2008, les spéculateurs voyaient que le marché des subprimes était en train de s'écrouler. Alors pour nos auditeurs, les subprimes, c'est quoi ? C'est des emprunts hypothécaires qui à un moment donné faisaient l'objet d'un titre, donc étaient mis dans un titre. Donc il y avait des banques qui prêtaient de l'argent à des gens pour acheter une maison. Le problème, c'est que ces gens, en général, étaient des gens qui n'étaient pas très riches. Ça pouvait être des chômeurs, des travailleurs avec des bas salaires, etc. Quand ces banques se sont dit, tiens, il y a un risque de voir les gens ne pas rembourser, ils ont mis ces emprunts dans des titres et ils les ont revendus. Et puis ça s'est retrouvé, c'est passé de main en main, et ça a pollué l'ensemble du système financier, chaque acheteur estimant qu'il allait de toute façon lui pouvoir à un moment donné récupérer l'emprunt auprès de l'emprunteur, puisque de toute façon il y avait un immeuble qui garantissait l'emprunt. Sauf que le marché immobilier s'est écroulé, et donc la valeur de ces titres s'est écroulée également. Bon. Eh bien, quand tous ces grands intermédiaires financiers, les banques, les fonds de pension, toute une série d'autres spéculateurs, se sont rendus compte qu'ils allaient perdre de l'argent, ils ont déplacé leurs capitaux des subprimes, donc ils ont commencé à revendre leurs titres subprimes, et ils ont commencé à investir en achetant des stocks de matières premières. Alors vous allez me dire, ils achetaient des matières premières, ils ne les revendaient pas du tout. Ils achetaient des matières premières, mais du blé, du riz, du soja, enfin toute une série d'autres choses, et ils les stockaient. Et ils les stockaient pour créer de la rareté. Et pourquoi est-ce qu'ils les stockaient pour créer de la rareté ? Parce que quand vous créez de la rareté, vous faites monter les prix. Et alors après, une fois que les prix étaient suffisamment élevés, ils revendaient, et ils se sont fait donc une santé financière de cette façon-là. Mais quel a été le résultat de cela ? En moins d'un an, la pauvreté dans le monde a augmenté de 10%. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le directeur de la FAO. Donc une institution internationale tout à fait officielle. Donc vous voyez à quel point cette économie financière débridée, cette spéculation internationale peut avoir des effets désastreux, mortels sur la population. Donc pour moi, une économie novatrice, c'est une économie qui va résorber l'économie financière, purement financière, et qui va remettre la finance à sa place, c'est-à-dire au service de l'économie réelle. La finance, elle est là pour financer des projets de vie individuelle, acheter une maison, des projets économiques permettraient à une entreprise de s'agrandir, des projets publics permettraient à une commune d'emprunter pour agrandir le centre omnisport, la piscine ou créer une bibliothèque communale. Voilà à quoi doit servir la finance, elle ne doit pas servir à faire de l'argent avec de l'argent au détriment parfois d'intérêts vitaux.
Au niveau européen, nous venons d'accuser d'une certaine manière le vote sur le Brexit. Nous assistons par ailleurs à de plus en plus de sollicitations d'États qui souhaitent retourner à une monnaie unique, voire fermer leurs frontières. Qu'en pensez-vous ? Alors, il est vrai qu'on est pour le moment dans une phase de turbulence au niveau de l'Union européenne. Bon, il y a le Brexit, bien évidemment, mais il y a aussi les effets de la crise financière de 2008 qui s'est transformée en crise des dettes publiques, en crise de la zone euro. Par ailleurs, il y a aussi les tensions internes au sein même de l'Union européenne avec des phénomènes comme le dumping social. Et donc, on voit de plus en plus, en effet, une partie de la population marquer son désaccord. Le problème, c'est que parfois ce désaccord est marqué par des votes dirigés vers des partis populistes. Donc ça veut dire que quand bien même on est critique vis-à-vis de l'Union européenne, et moi je suis très critique vis-à-vis de l'Union européenne, toujours parce que j'ai une vision de gauche, en même temps on doit pouvoir apporter des réponses qui ne soient pas les réponses populistes qui, elles, vont promouvoir le repli sur soi, la xénophobie, etc. Bon. D'ailleurs, on voit très bien que, par exemple, en Grande-Bretagne, enfin au Royaume-Uni, pardon, excusez-moi, la campagne du Brexit s'est faite dans une large mesure sur une base xénophobe à l'égard des Polonais. Il y a eu des choses affreuses qui ont été dites par ceux qui assuraient la promotion, qui faisaient campagne pour le Brexit, à l'égard des travailleurs polonais. Donc, bref, il faut cela, et c'est la raison pour laquelle il faut, au contraire, réinvestir dans un projet européen. Mais un projet européen qui ne soit plus le projet européen uniquement, je dirais, des banques et de la libéralisation des capitaux, etc. Non, non. Il faut faire une Europe humaine, il faut faire une Europe des travailleurs, une Europe sociale. Il faut que la liberté de circulation des travailleurs, ce ne soit pas le dumping social. Il faut tirer vers le haut les pays qui sont entrés en dernier au sein de l'Union européenne pour les amener aussi à développer un modèle de sécurité sociale qui soit progressivement au même niveau que le nôtre. Le droit du travail ne doit pas être tiré vers le bas. Il doit être le même partout, mais tiré vers le haut. Donc bref, il faut rendre l'Europe aux citoyens, sinon l'Europe va perdre ses citoyens. Êtes-vous toujours confiant de la gestion de la Banque centrale européenne ? Confiant, non. Moi, je suis très critique à l'égard des choix qui ont été faits dans la gestion de la crise financière de 2008. Bon, là, il y a des capitaux massifs qui ont été réinjectés par les différents États. Donc certains se sont lourdement endettés pour pouvoir faire face à ce choc d'une importance considérable, en fait jamais vu depuis l'entre-deux-guerres en réalité. Je fais référence ici au crash de 1929. Mais pour ce qui concerne la Banque centrale européenne, sa politique est une politique en réalité de taux d'intérêt très bas, qui est également une politique qui a contribué et qui a alimenté aussi la vision de la Commission européenne en matière de déficit public. Parce que si la Commission européenne interdit ou empêche les États, au fond, de pouvoir faire face à leurs besoins urgents, développer notamment des politiques d'investissement public qui peuvent à la fois répondre à des besoins collectifs, mais en même temps soutenir la relance de l'économie, c'est parce que derrière, il y a la Banque centrale européenne qui est gardienne de la zone euro et qui, parce qu'elle est gardienne de la zone euro, souhaite que tous les pays procèdent à un assainissement de leurs finances publiques particulièrement drastique. Bon. Moi, je crois que jusqu'à présent, cette politique-là n'a pas porté ses fruits. Au contraire, les effets sont plutôt négatifs. Donc je crois que tant que du côté de la Commission européenne que de la Banque centrale européenne, il eût fallu comprendre que dans une période difficile comme celle que nous avons traversée au plan économique, au plan financier, au plan budgétaire, il était nécessaire, au contraire, de redonner un peu de souffle à l'économie européenne, notamment par le financement de grands projets d'investissement public, soit directement par l'Europe, soit en permettant aux États d'avoir un peu plus de latitude dans le financement de leurs investissements à la collectivité. Tout cela, ça n'a pas été fait. Alors pour le reste, après, on est dans les querelles d'économistes. Et là, il y a deux thèses qui s'affrontent. Visiblement, la Banque centrale européenne
est plutôt dans le registre de l'école allemande qui est anti-inflationniste. Et c'est vrai que les Allemands sont particulièrement, pas dire frileux, mais particulièrement inquiets chaque fois qu'il y a un peu d'inflation. Est-ce que ça les renvoie des mauvais souvenirs ? On se rappellera quand même que dans les années 30, en Allemagne, l'inflation était à ce point élevée qu'elle déstabilisait les gouvernements. Je ne dis pas que c'est ça qui a rendu possible uniquement l'arrivée du nazisme au pouvoir, il ne faut pas tout mélanger, mais en tout cas, les Allemands sont marqués par cet épisode de l'entre-deux-guerres où l'inflation en Allemagne battait tous les records. Et donc, les Allemands poussent de tout leur poids, je dirais, ou pèsent de tout leur poids au sein de la BCE pour maintenir une politique anti-inflationniste particulièrement drastique. Vous avez d'autres économistes qui considèrent qu'on pourrait lâcher un peu d'inflation. Donc injecter de la monnaie dans l'économie, même si ça peut comporter un risque, mais qui par ailleurs soulagerait également les États, je dirais, d'une partie de leur endettement public. Parce qu'à partir du moment où vous avez une inflation plus importante, votre endettement public pèse moins lourdement sur vos épaules. Donc tout ça sont des querelles d'économistes dans lesquelles moi je ne veux pas rentrer. Ce que je sais, par contre, c'est que pour le moment, s'agissant de la politique de relance économique au niveau de l'Union européenne, à l'instigation de la Commission ou de la Banque centrale européenne, le bilan est plutôt négatif. Êtes-vous un citoyen européen convaincu ? Est-ce qu'on peut le dire ou pas ? Oui, bien sûr, bien évidemment, parce que l'Europe, d'abord, c'est une histoire, c'est aussi un projet d'union politique, et pour moi, tout ce qui rassemble les peuples est en soi positif. En même temps, aujourd'hui, l'Europe telle qu'elle fonctionne ne me convient pas. Elle ne me convient pas. J'estime notamment que là où il eût fallu construire en même temps une Europe sociale, autrement dit, plutôt que de ne penser qu'à libéraliser les échanges économiques, donc supprimer les frontières internes pour la circulation des marchandises, la circulation des capitaux, la circulation des personnes au sens de travailleurs, etc., il eût fallu immédiatement, en même temps qu'on ouvrait les frontières, réfléchir à une forme d'harmonisation pour aller, pourquoi pas, vers une unité au niveau des lois sociales, du droit du travail et de la sécurité sociale. Et donc cette Europe des travailleurs, elle n'a pas été faite. Il n'est jamais trop tard, mais il est grand temps de le faire, sinon le fossé va en effet se creuser entre les citoyens européens et les institutions européennes. Ahmed Lawesh, vous qui êtes né dans le Rif, dans la région de Kebdana, à proximité de Berkane au Maroc, vous sentez-vous plutôt... bien informé. Vous sentez-vous plutôt belge ou plutôt marocain ? Donc moi je suis né en Belgique. Je me sens belge, et puis j'ai des origines marocaines, dont je suis très fier. Donc mes parents, comme vous l'avez dit, en effet, viennent d'une région, la région de ce qu'on appelle l'oriental marocain. Marocain, oui. Qui en a fait l'extrême limite du Rif, et qui est à quelques kilomètres d'une ville qui s'appelle Berkane, voilà, qui est une ville connue pour sa production d'agrumes, dont je vous les conseille d'ailleurs, c'est une marque déposée. De fait, j'ai cette chance au fond d'appartenir aux deux rives de la Méditerranée. La Belgique, l'Europe, j'y suis né. Et puis le Maghreb, parce que c'est le pays de mes parents, de mes ancêtres, c'est une chance, et il faut le voir comme ça. Et c'est ce qui aujourd'hui me constitue. C'est-à-dire que je marche sur deux jambes, donc je ne suis pas dans le déni de mes origines, et en même temps je suis dans la culture de ma société, celle dans laquelle je vis, dans laquelle j'évolue. Et je crois beaucoup, moi, à cette métisse. Je crois beaucoup que un être humain qui a la chance comme ça de pouvoir être irrigué par deux cultures, deux civilisations, deux histoires, eh bien ça ne peut que le rendre meilleur, et surtout ça le dispose à apporter plus. La semaine dernière, une élue NVA d'origine kurde, Zoual Demir, a remis en cause l'opportunité de conserver la double nationalité, et ce, dès la deuxième génération. Qu'en pensez-vous de cette sortie de presse ? C'est de la démagogie, c'est du populisme de la NVA.
profitent de la situation actuelle pour effectivement essayer d'instiller le doute. Hein. Vous voyez tous ces gens qui sont issus de l'immigration, etc. C'est pas tout à fait des citoyens comme les autres. Voilà, ce sont des gens qui se nourrissent de la suspicion qui jetée sur une grande partie de nos concitoyens. Perdons pas de vue que les Marocains, les Turcs, c'est une migration qui n'est pas récente. 50 ans d'immigration, c'est pas rien. Mais avant ça, les Italiens, les Grecs, les Espagnols, allez leur demander de renoncer à leur nationalité d'origine ou à leur culture d'origine. Non, je pense que la NVA, qui est dans cette espèce de nationalisme étriqué, donc pour eux, il devrait y avoir un seul modèle, qui est le modèle flamand, bien comme il faut, avec une culture bien définie, leur culture à eux d'ailleurs telle qu'ils la définissent, parce que je constate qu'ils aiment bien l'homogénéité. Tout ça d'ailleurs m'inquiète un peu. Pour moi, c'est au fond surfer sur des événements qui sont des événements graves, puisqu'ils ont réagi en effet à la situation en Turquie, mais qui traduisent surtout la volonté de se nourrir des peurs, des angoisses de la population, et surtout, ne perdez pas de vue une chose, il y a le Vlaams-Belang qui remonte dans les sondages. Il ne faut pas chercher très loin l'explication, elle est là en fait. Et vous allez voir, la NVA va commencer à durcir son ton sur toutes les thématiques liées au vivre ensemble, l'interculturalité, etc. Pensez-vous que d'ici 20 ans, la Belgique sera toujours un État fédéral ? Je pense que oui. Alors c'est vrai que quand on regarde le groupe NVA à la Chambre, 33 députés, c'est assez impressionnant. 33 députés sur 150. Ce que j'observe par contre, c'est que l'immense majorité de nos concitoyens flamands, que je salue, je voudrais d'ailleurs dire à ce micro à quel point je respecte beaucoup nos concitoyens, nos amis flamands, que je ne résume pas à une poignée de leaders radicaux, que les choses soient claires. Donc cette majorité de Flamands sont pour l'unité du pays, dans son modèle actuel. Donc la Belgique d'aujourd'hui, c'est pas la Belgique de 1830. On a fait du chemin entre l'État unitaire. On est aujourd'hui dans un fédéralisme qui est encore un fédéralisme adolescent. Bien sûr, on est dans un fédéralisme adolescent. Mais ce fédéralisme va gagner en maturité. Et il va gagner en maturité au fur et à mesure qu'il fonctionne. Voilà. L'essentiel, c'est que derrière les institutions, il y a des personnes. Et les institutions sont aussi importantes que des personnes. Si vous avez des personnes de bonne volonté, les institutions fonctionneront bien. Si vous avez de part et d'autre des démagogues, etc., ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est évident. Le retour à certains nationalismes, tels qu'en Belgique, est-il une fatalité de notre société postmoderne ? Voilà une question bien compliquée. Je vais vous demander de la répéter si ça ne vous dérange pas. Le retour à certains nationalismes, tels qu'en Belgique, est-il une fatalité de notre société postmoderne ? Alors, il est certainement le symptôme de phénomènes relativement complexes. Je ne vais pas m'improviser sociologue, philosophe, anthropologue. Je vais laisser ça à Richard Miller, que je salue et que je respecte beaucoup. Mais on voit un double phénomène. Bon, il y a le phénomène de la mondialisation, de l'hyperconsommation. On voit ce phénomène. Regardez un peu ce qui se passe avec Pokémon Go, par exemple. Donc l'hyperconsommation, donc un individu qui se recentre sur lui-même, sur des loisirs en permanence, sur une recherche de plaisir immédiate, etc. Dans un contexte mondialisé, où aujourd'hui, au fond, il n'y a plus véritablement de frontières entre les personnes. L'information circule. Vous avez vraiment accès à tout à partir de votre PC. Et puis d'un autre côté, vous avez des phénomènes de repli identitaire. Comme par exemple, en effet, le nationalisme, ou dans une version plus dangereuse encore, si je puis dire, les phénomènes de radicalisme religieux. Bon. Donc vous avez un phénomène qui est au fond à la fois qui semble paradoxal, une mondialisation, une espèce d'ouverture vers le monde, etc., qui se traduit en même temps par une désocialisation des individus, parce que les individus se recentrent sur eux-mêmes, sur leur consommation, leurs petits plaisirs personnels, etc. Et puis d'un autre côté, vous avez du repli identitaire et communautaire. Donc oui, c'est symptomatique de l'époque contemporaine. Vous avez entièrement raison dans votre analyse. Et ce qu'il nous faut, me semble-t-il, c'est investir dans la culture.
Tout à fait. La culture, c'est quoi? Bien, c'est la réflexion, c'est l'instruction, c'est l'éducation. Ce qui permet, au fond, d'abord d'avoir accès à la connaissance, donc de mieux appréhender le monde, de mieux appréhender les autres, de rentrer en relation, d'être à l'abri des stéréotypes, des préjugés. Donc bref, de se dépouiller de tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, pourrait interférer dans les relations interpersonnelles, de faire en sorte que l'on puisse faire société tous ensemble, et puis à un moment donné aussi, pouvoir définir au quotidien ce que nous sommes, les objectifs de la société que nous composons, et ça c'est ma définition de la citoyenneté et de la nation. Pour moi, la nation, c'est ça. Être une nation, c'est pas se dire, pour pouvoir faire partie d'une nation, il faut disposer a priori d'un certain nombre de qualités identitaires bien spécifiques. Ça, c'est l'approche organique de la nation. À côté de cette approche organique de la nation, il y a l'approche contractuelle de la nation, c'est-à-dire nous faisons société ensemble, et nous définissons ensemble ce que nous voulons faire. Et ça peut prendre la forme d'une constitution. Dans la constitution, on définit un certain nombre de libertés publiques, un certain nombre de grands principes. Nous voulons faire société ensemble. Un philosophe disait, la nation, c'est le plébiscite de tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, nous renouvelons notre pacte d'être ensemble, d'œuvrer ensemble, de construire ensemble, de prospérer ensemble, de partager notre prospérité et dès lors de grandir tous ensemble. Ça, c'est ma vision de la nation. Okay. La Belgique a-t-elle loupé le coche en termes d'intégration, la gestion d'intégration, selon vous? On ne peut pas poser un diagnostic aussi binaire, oui ou non. On a réussi ou on a échoué. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Il y a des choses sur lesquelles on a réussi. Regardez un peu la représentation dans les assemblées élues. Regardez aussi aujourd'hui le dynamisme économique issu de l'immigration. Regardez aussi la société civile. Regardez aussi ce que l'on a pu produire dans toute une série d'autres domaines, domaine culturel, domaine artistique, domaine sportif. Regardez aussi les cadres que l'on a dans la haute fonction publique, dans le monde de l'entreprise. Bref, il y a un certain nombre de choses dont on doit se réjouir et dont on peut se réjouir, légitimement. Et puis à côté de ça, on le sait, on a encore un certain nombre de difficultés. Si on prend la région bruxelloise, on sait que dans certains quartiers populaires, on a encore des taux de décrochage scolaire où les personnes de deuxième, troisième génération, qui sont belges, ne le perdons jamais de vue, sont surreprésentées. Mais il s'agit davantage là de considérations d'ordre économique et social, bien évidemment. Donc autrement dit, on peut résoudre ces problèmes par des politiques plus appropriées qui permettent en effet, par exemple, de lutter contre le décrochage scolaire, de lutter contre la discrimination à l'embauche, etc. Et puis alors, il y a évidemment l'interculturalité, le sujet du vivre ensemble, dont on voit bien à quel point il est évidemment complexe et à quel point il est pollué par des événements qui étaient d'abord mondiaux, autrement dit des poches de conflits qui n'ont strictement rien à voir avec ce que nous vivons en Belgique, mais qui en raison d'une propagande désastreuse, d'une propagande par ailleurs très efficace. Moi, je suis très impressionné par le professionnalisme de cette propagande qui vise à fanatiser une partie de notre jeunesse. Et bien évidemment, on est là confronté à d'énormes défis. Mais face à ce défi, pour moi, la réponse, elle se trouve à nouveau dans notre fameuse Constitution, l'article 193 de la Constitution, la devise nationale est « l'union fait la force ». J'en porte d'ailleurs le petit badge. Et l'union fait la force. Dans son historicité, c'était l'union des libéraux et des catholiques au moment de la révolution belge contre l'occupant hollandais. On n'en est plus là. Mais en même temps, cette devise nationale, on peut la réactualiser. Voilà, c'est l'union des démocrates. L'union de ceux qui pensent qu'on a tous à gagner, à échanger, à se féconder mutuellement, à construire ensemble. L'union de ceux qui refusent la haine. L'union de ceux qui combattent le fanatisme.
l'union de ceux qui pensent que l'interculturalité, c'est quelque chose qui se construit tous les jours, que c'est un chemin, que ce chemin est long, parfois semé d'embûches, que parfois on recule un peu, mais que l'on doit sans arrêt poursuivre. Donc voilà, je pense que, et là la politique doit prendre toute sa place, mais pas que la politique, la société civile aussi, bien entendu. Quelles sont vos principales craintes pour les jeunes aujourd'hui ? Alors, ma crainte, mais qui est en même temps un challenge, c'est en même temps un défi pour nous, les élus, mais aussi pour le monde économique. Pour le secteur de l'enseignement, c'est le décrochage scolaire. Si on devait avoir une priorité, c'est le décrochage scolaire, parce qu'il n'y a rien à faire. Oui, il y a de la discrimination à l'embauche, un fléau vis-à-vis duquel il faut lutter. Et là, je regrette qu'à droite, par exemple, les gens ne veulent pas aller plus loin. Moi, je pense au testing, par exemple, donc autrement dit à ces CV anonymes, etc. Et on sent que là, il y a des blocages idéologiques, c'est certain. Mais bon, l'heure n'est pas la polémique. Mais malgré ou je dirais, en plus de la discrimination à l'embauche, il y a un autre phénomène structurel qui est tout à fait évident, c'est que moins vous êtes qualifié, moins vous avez de chances de trouver un travail. Donc c'est-à-dire qu'on doit mettre le paquet dans la formation de nos jeunes, ça passe par la lutte contre le décrochage scolaire, la remise aux études. Moi, quand un jeune vient me voir et qu'il a 19 ans, qu'il dit je cherche du boulot, je lui dis, tu as 19 ans, tu dois retourner à l'école. Et je le dis sans paternalisme. Parce que je n'aime pas le paternalisme, mais je le dis par conseil, par bienveillance peut-être, mais surtout par conseil, en disant tu es jeune, donc tu dois encore continuer à te former. Et donc on doit pouvoir être là, nous, pouvoirs publics, pour accompagner ces jeunes. Il faut aussi que le monde patronal, le monde économique en fasse plus. Voilà, on doit pouvoir, je dirais aujourd'hui, vraiment encourager le travail extraordinaire de quelqu'un comme Grégoire Chapelle chez Actiris, qui en mobilisant les moyens, qui soient les moyens régionaux, les moyens européens, vise précisément à promouvoir l'emploi chez les jeunes. Eh bien, si on parvient à relever, à réussir ce défi, je suis persuadé qu'on aura résolu une grande partie du problème de notre jeunesse bruxelloise. Pensez-vous qu'il faille privilégier, en tout cas, l'aspect séculaire par rapport au travail socio-éducatif de fond pour lutter contre le radicalisme et la violence chez les jeunes ? Oui, bien sûr, mais cela étant, la sécularisation, c'est un processus qui est en marche. Ça, tous les experts le disent, il y a des travaux universitaires qui le montrent. Donc la sécularisation, elle est en marche. Pour le reste, oui, bien évidemment, lutter contre le radicalisme, le fanatisme et sa pénétration pernicieuse dans l'esprit d'une partie de la population et souvent les plus jeunes, les plus déboussolés, etc., c'est la responsabilité de tout le monde. Donc on doit mobiliser, au fond, tout ce qui existe et qui est à notre disposition pour promouvoir, je reviens là-dessus, l'éducation et la culture. C'est-à-dire que plus vous êtes formé, plus vous êtes cultivé, plus vous êtes armé, si je puis dire, vous me pardonnerez l'expression, pour résister, pour lutter à ce genre de manipulation. Voilà, il faut le dire, il faut le dire. Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Vous savez, moi j'ai déposé une batterie de propositions de loi, pas tout seul, avec d'autres collègues du Parlement, du groupe socialiste, des propositions pour lutter contre le financement du terrorisme, etc. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien aujourd'hui que ceux à qui nous avons affaire, d'abord disposent de moyens considérables et de modes de communication particulièrement performants. Donc si vous ne parvenez pas à leur couper les financements, ce qui passe évidemment par une responsabilisation de l'ensemble des acteurs de la région, parce que, vous savez, nous ici, nous sommes malheureusement confrontés aux effets négatifs. Mais si on doit faire l'analyse des causes, elles sont bien plus complexes. Tout à fait. Elles sont bien plus complexes. Le jeu géopolitique d'un certain nombre de puissances régionales. La croisade menée par George Bush au moment de la Seconde Guerre du Golfe, qui a déstabilisé l'ensemble de la région, donc la politique internationale. Bref, si on veut vraiment aborder le sujet globalement, on doit pouvoir aussi en analyser les causes. Mais puisqu'on en est maintenant au traitement des effets, bien entendu, je reviens sur votre question, il faut mobiliser tout ce dont nous disposons pour faire reculer le radicalisme.
et notamment tout ce qui permet l'éducation, et donc ça passe aussi par une meilleure information des jeunes sur parfois leur propre culture. Hein. Moi, je suis effrayé de voir, au fond, donc notamment je pense à un documentaire de France 2 qui montre bien que les jeunes qui sont embrigadés très rapidement, qui se retrouvent après 2-3 mois à combattre en Syrie, sont en fait des jeunes qui n'avaient de la religion de leurs parents quasi aucune connaissance, particulièrement rudimentaire, donc vraiment des espèces de pâtes à modeler, faciles à manipuler. Donc si on peut au fond leur permettre de disposer d'instruments et d'ainsi d'offrir une meilleure résistance à ce genre de manipulation, je crois qu'on aura fait un grand pas. Les jeunes se désintéressent-ils en fait d'eux-mêmes de la chose publique, voire politique? Alors, de manière empirique, moi je n'ai pas fait d'analyse scientifique sur la question, mais de manière empirique, et c'est certainement lié aussi à la profusion aujourd'hui de loisirs offerts à la jeunesse et donc, autrement dit, à la difficulté de capter leur attention qui est de plus en plus difficile, ce qui d'ailleurs suppose qu'on doit peut-être aussi renouveler notre façon d'approcher la jeunesse et la communication vers les jeunes. Mais il est vrai qu'il est de plus en plus difficile de capter leur attention sur des sujets qui dépassent au fond des considérations à court terme auxquelles ils sont confrontés. Bon. Donc, puisque quand on parle politique, on parle de la gestion de la cité, on parle de grands enjeux philosophiques. Qu'est-ce que ça veut dire être de gauche? Qu'est-ce que ça veut dire être de droite? Bon, il faut pouvoir l'expliquer et il faut que ce soit palpable et concret. Donc c'est la raison pour laquelle, moi, quand je m'adresse aux jeunes, je leur explique par exemple, tiens, tu sais, si tes parents devaient payer 6 années d'enseignement primaire ou 6 années d'enseignement secondaire, eh ben sache que pour 6 années d'enseignement primaire, s'ils devaient payer de leur propre poche, ils devraient payer 20 000 €. 6 années de secondaire, 20 000 €. Et donc ça ferait 40 000 € rien que pour tes primaires et tes secondaires. Ah bon, oui, autant d'argent. Mais alors, oui, ben voilà, il existe un système, la collectivité, les services publics, voilà. Et c'est ce à quoi servent nos impôts. Donc alors on peut rentrer sur le sujet des impôts. Donc j'essaie à partir, en tout cas pour ce qui me concerne, d'exemples concrets, de les faire goûter à la politique. Et leur dire, mais la politique, en fait, c'est gérer la cité. Tu vois, voilà. Tiens, tu te plains que ton quartier n'est pas bien desservi en transport en commun. C'est de la politique. Tu te plains de ne pas trouver pour ton club quelques heures dans ta salle de sport. C'est de la politique. Voilà. Tu trouves que tes études coûtent trop cher. C'est de la politique. Voilà. Concrètement, comment pourrions-nous en tout cas répondre à ce désintérêt? Est-ce que le travail sur le vivre ensemble, tel que nous le proposons ici, par exemple, dans le cadre de Almoatin, pourrait être une réponse efficace à ce repli, notamment identitaire ou générationnel? Tout à fait. Il faut leur donner la parole. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est pouvoir leur donner la parole. Attention, ils ne nous attendent pas pour l'apprendre. Hein. Ils l'apprennent sur Facebook. Et alors sur Facebook, ils vont dire un certain nombre de choses, parfois très structurées, parfois moins, mais comme chez les adultes aussi, tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, voilà, ça c'est d'une qualité variable et je ne porte pas de jugement ici. Mais à mon avis, ce qui me paraît important, c'est qu'il faut faire remonter la parole. Et il faut leur donner le sentiment qu'il y a un endroit où ils sont entendus. C'est pour ça que, bien entendu, les médias jouent un rôle essentiel, mais aussi leur donner la parole, notamment à travers la culture. Donc, c'est pour ça que toutes les initiatives qui visent à permettre à des jeunes de faire du théâtre, à s'exprimer par le cinéma, par tout ce qu'on peut imaginer, par l'écriture aussi, tout ça est très positif. Tout ça est très positif. Parce que leur donner la parole, ça leur permet d'avoir le sentiment qui est aussi une réalité, de participer à la société, de ne pas être en dehors. La parole, le langage, c'est ce qui relie les êtres humains. C'est l'élément essentiel de la communication. Tout ne passe pas par le langage, il y a d'autres formes d'expression, mais le langage est fondamental. Donc il faut pouvoir leur donner la parole pour les socialiser, pour dire que vous faites partie prenante de cette société dans laquelle vous avez votre place, que nous construisons ensemble et dont vous allez hériter de toute façon. Donc venez vous exprimer, dites-nous ce que vous avez à dire. Et il y avait dans les grands médias, je me souviens, la parole aux jeunes et ça. Tout ça sont des choses qu'il faut pouvoir poursuivre et renouveler.
Alors, commençons en termes de communication. Dans le sujet communication, lorsque l'on évoque Daesh, on parle aujourd'hui d'un cybercalifat. Pensez-vous que l'avènement des nouvelles technologies soit responsable, tout au moins en partie, de ces nouvelles formes de violence et en l'occurrence ici de cette nouvelle forme de terrorisme? Oui, c'est la grande nouveauté de Daesh, c'est de s'exprimer dans toutes les langues, avec des vidéoclips qui sont d'un professionnalisme redoutable, d'une grande efficacité, qui mythifient les gens qu'ils mettent en scène. Donc il y a une théâtralisation qui est tout à fait redoutable, et qui, bien évidemment, va s'appuyer sur un certain nombre de frustrations. Et la première frustration, c'est le sentiment d'injustice. Voilà, ce sont toujours les mêmes qui perdent, toujours les mêmes sur lesquels on cogne. Les Arabes, les musulmans, à travers le monde. Et bien évidemment, ils mettent cela en scène. Ils ont des éléments que pour le faire. Parce que, bien évidemment, le théâtre syrien, les centaines de milliers de personnes qui sont mortes, qui s'ajoutent aux centaines de milliers de personnes qui sont mortes en Irak, plus toute une série d'autres zones dans le monde où, évidemment, tout cela est au fond quelque chose d'assez effroyable, mais justement sur base de ce sentiment d'effroi, ce sentiment d'injustice, de pouvoir alors diffuser, une fois que vous avez choqué, bien, vous avez préparé l'esprit, et vous diffusez alors votre propagande, et alors là, une efficacité maximale, évidemment. Une efficacité maximale. Donc oui, ils utilisent les modes modernes de communication, les réseaux sociaux, l'Internet, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle se pose la question de savoir aujourd'hui qui leur fournit l'accès à Internet. Comment ne pas mettre en place, comment ne pas comprendre qu'il faut rapidement mettre en place, très rapidement, de quoi verrouiller, je dirais, ces vecteurs de propagande. Quand je vois qu'il y a des pays où très rapidement on s'est coupé tout l'accès Internet aux réseaux sociaux, Twitter. Ce ne sont pas des pays démocratiques, que les choses soient claires, mais quand je vois la facilité avec laquelle certains États y arrivent, on n'est pas capable de le faire avec Daesh. Le problème, c'est que tout cela arrive dans les chambres de nos jeunes et on ne sait pas toujours ce qui s'y passe. Tout à fait. Telle est la difficulté. Pensez-vous qu'il soit possible de pouvoir contrer cette propagande de masse et qu'il pourrait être en tout cas là où les solutions pour y arriver? À nouveau, sans doute que je me répète, mais si je me répète, c'est parce que j'y crois vraiment. L'éducation et la culture. C'est-à-dire, plus vous donnez la possibilité à une personne de développer son esprit critique, c'est-à-dire de ne pas croire tout ce qu'on lui raconte, d'aller elle-même s'informer pour pouvoir corroborer. Tiens, on me dit ça. Mais est-ce que c'est véritablement la vérité? Est-ce qu'il n'y a pas un autre point de vue? Est-ce que ce qu'on me dit est établi sur des faits? Est-ce que ces faits ne sont pas invalidés par d'autres informations? Plus l'histoire, connaître son histoire, connaître l'histoire de sa propre culture, de sa propre religion. Bref, être vraiment le plus outillé possible pour éviter, d'une manière ou d'une autre, d'être embrigadé par des gens qui savent très bien ce qu'ils font et qui ont des visions politiques, qui visent le pouvoir, et qui parfois d'ailleurs visent à la fois le pouvoir, pas que le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir économique. On ne perdra pas de vue non plus tous les enjeux géopolitiques liés aux intérêts économiques dans une région comme celle du Moyen-Orient. Donc bref, ce qui me semble le plus essentiel, c'est d'outiller les gens pour leur permettre de développer une résistance individuelle et collective à la manipulation de masse. Mais est-ce que la culture joue ce rôle-là suffisamment en Belgique pour l'instant? Elle le joue, mais pas suffisamment. Voilà. Et c'est la faute à personne, que les choses soient claires. Parce que la culture, ça demande des moyens budgétaires considérables. Et on a des besoins budgétaires dans tous les domaines. On a besoin que nos bus, nos trams roulent bien. On a besoin que nos écoles fonctionnent bien. On a besoin de policiers dans la rue. On a besoin que nos rues soient nettoyées. On a d'énormes besoins collectifs. Bon. Et donc, la culture, bien sûr, pourrait être mieux financée. Et si, pour répondre à votre question et pour être concret, vous me dites, mais est-ce qu'on ne devrait pas mettre davantage de moyens dans ce segment de la culture qui va permettre d'ouvrir nos jeunes et la population vers une approche qui est une approche humaine des réalités, qui développe l'esprit d'ouverture, qui développe aussi l'esprit critique? Ma réponse est oui, évidemment. Ma réponse est oui.
j'ajouterais, parce que nous, pouvoirs publics, nous devons aussi faire notre autocritique. Notre complexité institutionnelle en Belgique ne facilite pas nécessairement les choses. Quand vous voyez un petit peu les efforts que l'on doit faire pour coordonner tous les niveaux de pouvoir, du fédéral aux communes et aux villes, en passant par les régions, la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a vraiment beaucoup de travail rien que pour la coordination. Selon vous, les indicateurs de bien-être de la population sont-ils actuellement en totale décroissance ou en parfaite croissance? Alors, il y a dans les indicateurs de bien-être différentes choses. Il y a l'espérance de vie. De ce point de vue, et il faut s'en féliciter, grâce à la sécurité sociale que nous avons mis en place, l'espérance de vie va en croissant en Belgique, on ne peut que s'en réjouir. Bon. Par contre, là où je demande à voir, c'est sur l'évolution du seuil de pauvreté. Parce que nous n'avons pas encore le recul suffisant que pour voir les effets de la politique de l'actuel gouvernement sur l'évolution du seuil de pauvreté, et comme vous pouvez l'imaginer, on ne peut que le vérifier a posteriori, mais là je suis un peu inquiet parce que, vous savez, quand vous faites des économies dans les services publics, que vous avez un accès moindre aux services publics, quand vous avez des coupes dans la sécurité sociale, que vous devez payer vos soins de santé, vos médicaments plus chers, tout ça vous prive d'une partie de vos revenus. Soit ça vous prive d'une partie de vos revenus et vous vous dites, je sacrifie alors mes loisirs, je sacrifie mes soins de santé, etc. Soit vous continuez à assumer vos besoins, notamment en soins de santé, mais ça obère alors évidemment vos capacités de pouvoir répondre à d'autres besoins. Et donc, quand le gouvernement nous dit, mais grâce à nous, nous allons assurer un chèque de 100 € aux travailleurs qui ont moins de 2300 € bruts par mois, etc. Ce qu'il oublie de dire, c'est que d'un autre côté, ils augmentent les taxes sur la consommation, que d'un autre côté, ils font des coupes dans les services publics, et qu'à cela, ils ajoutent des coupes dans les soins de santé et la sécurité sociale. Si vous ajoutez en plus le fait que la dégradation de nos services publics amoindrira la qualité des services offerts aux citoyens, je crains fort une dégradation des indicateurs de bien-être dont vous parlez. Vous préparez-vous sereinement pour la prochaine campagne électorale en 2018 ? Ah, on y pense doucement, bien sûr. Maintenant, moi je dis toujours à un élu, au fond, dès qu'il termine l'élection, il est déjà en campagne. Voilà, parce qu'on ne doit pas s'arrêter, évidemment, d'être d'abord en phase avec les idées qu'on défend, de les promouvoir là où on est, d'être à l'écoute de nos concitoyens. Et c'est vrai qu'un élu local, de ce point de vue, a un travail particulier d'écoute des préoccupations quotidiennes et concrètes de la population. Quel bilan pourriez-vous tirer de la politique menée ces 4 dernières années de la commune de Koekelberg ? Il y a à boire et à manger. Je suis très inquiet par les finances communales. Je pense que certains choix qui ont été faits pourraient nous amener à un certain moment dans les difficultés. En même temps, la commune de Koekelberg, grâce à 2 contrats de quartier financés par la région, ce sont des mannes quasiment pour arrondir de 2 fois 15 millions, ça n'est pas rien, a pu réaménager, mais je le répète, grâce aux moyens de la région bruxelloise, a pu réaménager un certain nombre de places communales, un certain nombre de routes, a pu bâtir un centre sportif, a pu augmenter l'offre d'accueil de la petite enfance, donc les crèches. Donc il y a un certain nombre d'aspects tout à fait positifs. Pour le reste, c'est une commune dont la gestion n'est pas négative, hein, il faut être honnête, mais il y a certainement des déficits, notamment dans la politique de la jeunesse, dans le soutien, dans l'accès au sport. Je dirais même aussi dans la politique culturelle, voilà. Mais ça reste évidemment une commune avec des moyens modestes, qui, dès lors, doit toujours faire des choix et des sacrifices. Hein. Quand vous décidez d'investir largement dans un musée du chocolat, eh bien c'est autant d'argent que vous ne pouvez pas mettre, par exemple, dans l'augmentation des capacités d'accueil d'une école, par exemple. Donc voilà, ce sont les choix que je critique, mais je dirais dans l'ensemble un bilan mitigé. Ambitionnez-vous de faire concurrence à l'actuel bourgmestre Philippe Pivant à la course au titre de mailleur ? Je ne conçois jamais les choses comme ça. On se présente, une campagne électorale est toujours un moment de vérité, pour voir si ce que l'on a fait, ce que l'on dit est entendu par
la population. Et je dois constater que depuis 15 ans que je suis à Kuckelberg, notre nombre d'élus a augmenté. Moi, quand je suis arrivé, il y avait 2 élus. Nous en avons 8 la fois passée, donc on a une belle augmentation. Et on continue notre travail de persuasion, on le fait sereinement. Et puis nous verrons en fonction de ce que les électeurs décideront, et puis de ce que les autres acteurs politiques de la commune souhaitent faire pour le projet communal. Mais là, je n'ai pas toutes les cartes en main. Pour ce qui me concerne, je fais mon travail, je me présente tel que je suis, avec les idées que je défends auprès de la population, et puis nous verrons ce qu'il en ressortira. Vous qui êtes né il y aura bientôt 47 ans en province de Liège, et plus précisément à Beyne-Hauzet, vous sentez-vous finalement plus liégeois ou plus bruxellois? À nouveau, alors je ne peux plus reprendre l'expression marcher sur 2 jambes, parce que ça fait plusieurs identités supplémentaires, mais voilà ce que je suis. Voilà ce que je suis. Fils d'un immigré marocain qui est venu travailler dans les charbonnages dans les années 60 à Liège où je suis né. Et puis, je me suis installé à Bruxelles, et donc de Liégeois, je suis devenu bruxellois. Vous voyez toutes ces identités qui, au fond, ne sont absolument pas contradictoires, qui forment un ensemble et qui définissent ce que je suis. Et qui nourrissent aussi ce que je suis, qui inspirent ce que je suis. Parce que celui que vous avez devant vous, je le dis modestement, eh bien, il est ces différentes identités en même temps. Il n'en néglige aucune, et il en tire au contraire une osmose qui d'abord le rend plus humain, le rend plus ouvert aux autres, et qui surtout est conscient de chacune des richesses qu'elle lui apporte. Par exemple, si on doit parler de ma racine liégeoise, qui est un bassin ouvrier, si je suis de gauche, c'est pas le hasard. Hein. Je viens vraiment dans la commune de Beyne-Hauzet, une commune ouvrière. Vous voyez toutes ces petites maisons d'anciens ouvriers mineurs. Donc, quand vous voyez la solidarité avec des gens, je me souviens de ma rue, avec des Siciliens, des Turcs, des Grecs. Vous voyez le vivre ensemble. Au fond, moi, je l'ai appris très rapidement. Et surtout, la considération de l'ensemble de la population, une population qui à l'époque était très reconnaissante pour tous ces travailleurs, et c'était la politique de la main tendue. Vous savez, moi je me souviens que nous accueillions à la maison des personnes âgées qui venaient régulièrement boire une tasse de café parce qu'elles étaient un peu seules, et que chez nous c'était famille nombreuse, donc elles trouvaient la chaleur d'une famille. Voilà, c'est tout ça qui fait à un moment donné une identité, et c'est tout ça aussi qui, je crois, aussi fait la force d'un pays comme la Belgique, hein, et nous devons en être fiers. Et c'est pour ça que nous devons œuvrer à ce que la Belgique puisse continuer à prospérer forte de sa richesse et de sa diversité. Pour conclure notre agréable entretien, je vous propose de compléter ces quelques phrases. Aujourd'hui, l'homme avec un grand H devrait rester optimiste, considérant ses extraordinaires possibilités, tout en étant déterminé face à la montée d'un certain fanatisme qui ne peut pas vaincre, parce que l'homme est ce qu'il est. Pour vous, Dieu est? C'est la quête du sens de la vie, la question de Dieu, et donc ça nourrit la spiritualité de la grande majorité de l'humanité, et il faut y voir la possibilité à nouveau de la rencontre entre les individus et les personnes, quelles que soient les croyances, pour se rappeler que nous sommes une humanité qui sera forte bien sûr de sa diversité, mais aussi de la capacité qu'elle aura à se rassembler face aux défis planétaires. Être un homme politique aujourd'hui, c'est avoir beaucoup de responsabilités, accepter des critiques, parce qu'on est très souvent critiqué, et en même temps être conscient de ce que l'on œuvre pour quelque chose qui est extraordinaire, qui est le développement, la gestion de la cité. La Belgique de demain sera? Elle sera fédérale et unie. Ahmed Laoueche, merci pour votre présence dans notre chronique Voix de fait. Ahmed Laoueche, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci.